être impérativement retenu, en particulier pour comprendre ce qui va faire la matière de la séance d'aujourd'hui. Ces deux points étant issus de Jean-Pierre Changeux, faisant la préface du livre de Stanislas Dehaene, Les neurones de la lecture. Ce que j'avais dit il y a 15 jours, à partir donc d'un commentaire, on entend quelque chose qui vient de, pas d'où, mais une des personnes qui est connectée sur le réseau. Merci, si vous pouvez couper vos micros tant qu'on n'est pas dans la discussion, parce que sinon ça va. Voilà, je crois que ça y est. Merci bien. Donc, une des conclusions que j'avais tirées de cette critique du discours de Jean-Pierre Changeux, préfaçant Stanislas Dehaene, c'est que la culture est une organisation. En l'occurrence, vous comprenez bien que organisation fait écho à organologie. La culture est une organisation, en fait, en l'occurrence, l'organisation d'un ensemble de ce que j'appelle des systèmes sociaux, par exemple le langage, par exemple la parenté. Et cette organisation, qu'est la culture, organise une activité herméneutique à laquelle elle fournit des règles herméneutiques. Par exemple, comme rétention secondaire collective. Les rétentions secondaires collectives, ce que j'appelle comme ça, fournissent des règles herméneutiques. C'est-à-dire qu'on récupère des termes hérités des générations précédentes et ces terminologies, ces catégories surdéterminent, par exemple, nos règles interprétatives. Ces rétentions secondaires collectives étaient reliées entre elles à travers ce que j'appelle des circuits de transindividuation. La culture décline ces règles herméneutiques, les conjugue et les interprète diversement à travers les systèmes sociaux. Les juristes, par exemple, ne déclinent pas la culture française comme, dire n'importe quoi, les historiens ou les économistes français, ou les acteurs économiques français. Donc, ce qui fait la culture, c'est une unité herméneutique qui se décline à travers des systèmes sociaux, et toujours, ces systèmes sociaux sont reliés par des systèmes techniques, qui eux-mêmes appartiennent à un système technique. Et ce système technique constitue des dispositifs rétentionnels de rétention tertiaire. Voilà un des points importants que je voulais rappeler du séminaire précédent, et en rappelant également que cette activité herméneutique, qu'est la culture, interprète, selon le sens de la venue d'Hermès, et après les fautes de Prométhée et d'Épiméthée, la condition pharmacologique des mortels. Si on reprend le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, Hermès arrive après Prométhée et Épiméthée, et Hermès interprète la condition pharmacologique qu'est la technique en tant que pharmacone, et cette interprétation, qui chez Hermès s'appelle eidos et dike, éthique et justice si vous voulez, ou droit, eh bien, elle forme la culture. Selon moi. Selon moi, c'est ça la culture. Et j'ajoute que cette règle herméneutique, en quoi la culture consiste donc, est une règle d'agencement entre les organes psychosomatiques de l'individu, les organes artificiels du système technique dans lequel il vit, à travers des organisations sociales qui se traduisent par une réorganisation du cerveau. Je veux dire par là que l'intériorisation par l'éducation de ces règles et de ces rétentions tertiaires sur lesquelles elle s'appuie
c'est la traduction effective et concrète chez les individus de l'organisation sociale, c'est-à-dire de la culture. Donc j'essaye d'avoir une appréhension de ces questions des rapports entre technique, culture, organismes psychosomatiques, etc., d'avoir une approche tout à fait intégrée. Et si j'essaie de le faire, vous avez bien compris, je pense que c'est pour répondre à Changeux. Changeux qui lui-même se présente en spécialiste du cerveau, hein, ce qu'il est, bien entendu. Jean-Pierre Changeux, c'est l'auteur de L'homme neuronal. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Vous vous souvenez l'autre fois, il disait la culture ne devrait pas oublier qu'elle a des conditions biologiques, hein, et que ces conditions biologiques, dans le cerveau, je lui réponds, moi, la biologie ne devrait pas oublier qu'elle a des conditions culturelles, et que ces conditions culturelles elles-mêmes sont soumises à des conditions technologiques. Et donc la question véritable, c'est l'articulation par la technique entre les organes naturels, les organes artificiels, les organisations sociales. Donc ce que j'essaye de dérouler là, en disant cela, c'est un programme d'anthropologie, que j'appelle pas de l'anthropologie, mais de l'organologie. Deuxième point que je crois il faut rappeler du séminaire précédent, c'est ce qui concerne la stupéfaction. Ce mot de stupéfaction, je l'ai proposé dans Pharmacologie du Front National. Dans le livre d'avant, qui s'appelait État de choc, je ne parlais pas de stupéfaction, mais de stupidité et de bêtise. Bêtise et stupidité, enfin, bêtise traduisant stupidity. Le mot anglais stupidity se traduit, dis-je, en français par bêtise notamment, mais aussi par stupidité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour autant. Quoi qu'il en soit, après avoir longtemps soutenu que le capitalisme contemporain des 30 dernières années, le capitalisme que j'appelle pulsionnel, spéculatif, produit une bêtise systémique, et il n'y a pas que moi qui le dis, puisque j'avais fait référence à un article d'une revue de management de Londres qui utilise cette expression de functional stupidity, on peut appeler ça la bêtise fonctionnelle, pour décrire des activités de traders et des gens comme ça. Cette stupidité, produite par le stupéfiant, et je vous fais remarquer qu'en français, stupéfiant, un stupéfiant, on dit la brigade des stupéfiants. C'est-à-dire la brigade des gens qui luttent contre les narcotrafiquants. Un stupéfiant en français, en anglais, ça se traduit par un narcotique. Les narcotrafiquants, ce sont les gens qui trafiquent des stupéfiants. Le narcotique étant ce qui nous fait dormir. Stupéfaction, endormissement, bêtise. Tout ça, c'est ce que produit le pharmacone qui nous défonce toujours, hein, d'une manière ou d'une autre. On est défoncé par le pharmacone, au sens où on a pris une super défonce avec un gros pétard de marijuana, mais au sens aussi où je parle du double redoublement vocal, où le premier coup défonce des circuits de transindividuation, d'une certaine manière. Il y a quelque chose de commun là-dedans. Donc cette stupéfaction devant la violence de ce qui conduit au discours post-humaniste ou même transhumaniste. Et ici, il faudrait noter dans l'actualité de la semaine dernière l'accord qui a été donné par l'Agence américaine des médicaments pour la mise sur le marché de la première prothèse bionique, le DECA Arm System, qui est une prothèse qui permet à des gens qui ont été amputés d'un bras, par exemple, de retrouver une main avec une sensibilité qui est entièrement artificielle. Il est très intéressant que cette prothèse, qui est un organe mécanico-bionique, donc, ait été autorisée par l'Agence du médicament. C'est intéressant de voir un organe mécanique, parce que c'est quelque chose de mécanique, hein, autorisé par une agence du médicament. Ça vous montre bien que la technique, c'est un pharmacone. Et qu'il faut élargir le concept de pharmacone bien au-delà de la pharmacie.
je ferme cette parenthèse. La stupéfaction, donc, qui est produite par la profusion de pharmacas qui arrivent en ce moment de toutes parts, comme bras bioniques, comme réseaux sociaux, comme tout ce qu'on veut, hein, et qui arrivent sans arrêt en ce moment, comme automobile entièrement connectée et entièrement téléguidée. Il y avait un article ce matin ou hier dans Libération sur le fait qu'on évaluait, on disait que dans 20 ans, il y aura 450 millions d'automobiles entièrement automatisées, d'après une étude de l'IDAT. C'est stupéfiant, ces processus-là. Il y en a de partout, dont la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, tout ça font partie. Cette stupéfaction, donc, telle qu'elle conduit non pas à des nouveaux processus de transindividuation, mais au contraire à une stupidité fonctionnelle, procède en large part, bien sûr, d'une spécificité organologique de notre temps, qui est très très liée au numérique, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière, au fait que le double redoublement épocal se produit à la vitesse de l'éclair de Zeus, quasiment. Hein. La foudre, c'est foudroyant, ce double redoublement épocal qui nous tombe dessus. Et nous sommes stupéfaits à cause de cela. Mais je dirais que nous le sommes aussi beaucoup, et peut-être surtout, du fait que jusqu'à maintenant, face à ces questions, il n'y aura encore jamais eu de véritable critique de l'anthropologie en tant que science et non pas en tant qu'anthropologie philosophique. Je veux dire par là que, vous vous souvenez que dans la séance précédente, je continuais à expliquer pourquoi j'avais choisi le thème de ce séminaire. On était encore dans l'introduction. La toute première séance, j'avais donné des éléments de contexte. Et dans la deuxième séance, j'avais essayé d'expliquer le titre de ce séminaire. En particulier, le titre « Nouvelle critique de l'anthropologie ». Pourquoi nouvelle et pourquoi critique ? Et j'avais dit que l'anthropologie, ça peut s'entendre en deux sens, ça peut s'entendre, enfin plus que deux sens, mais en tout cas, chez les philosophes, on peut l'entendre au moins en deux sens. Au sens d'Emmanuel Kant, par exemple, une anthropologie philosophique, c'est un discours philosophique sur l'homme. Et au sens de Claude Lévi-Strauss, qui n'est plus un discours philosophique, c'est une science. Hein, c'est une étude scientifique de l'homme. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Que tout ça était par ailleurs conditionné par un discours sur l'humanisme, qui nous vient de la Renaissance, qui a été rejeté par la philosophie antique, et puis qui aujourd'hui ressurgit à travers le post-humanisme, le transhumanisme, d'une manière négative, autrement dit. Ce que j'ai essayé de dire l'autre fois, c'est que ces discours sur le post-humanisme, le transhumanisme, ce sont des discours de la stupéfaction ou de l'idéologie qui exploite cette stupéfaction. Par exemple, Kurzweil, le penseur de la singularité qui accompagne l'entreprise Google, c'est une idéologie ultra-libertarienne de la stupéfaction, selon moi, et que pour faire la critique de cette idéologie, qui est la seule chose qui m'intéresse dans la vie, hein, c'est de critiquer l'idéologie, eh bien, il faut aujourd'hui faire une critique de l'anthropologie. Et je soutiens que si aujourd'hui nous sommes confrontés à cette stupéfaction tout à fait exceptionnelle, je pense que nous sommes stupéfaits aujourd'hui, les femmes et les hommes du XXIe siècle, comme jamais aucun être humain n'a été stupéfait dans l'histoire. Nous ne sommes pas stupéfaits par une menace millénariste d'une vengeance de Dieu ou de choses de ce type-là. Ça, c'était des stupéfactions qui venaient de cultures anciennes où c'était la transcendance ou le surnaturel qui était menaçant. Là, nous sommes stupéfaits de ce qui nous menace nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, c'est-à-dire à partir de ce que nous avons produit, à partir de nos pharmacas. Pour lutter contre cette stupéfaction, qui est d'une extrême dangerosité, il faut faire une véritable et nouvelle critique de l'anthropologie en tant que science. Voilà, c'est à ça que je me consacre. Et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure, en le synthétisant, ce que j'avais dit l'autre jour à propos de Jean-Pierre Changeux et du rapport entre la technique, le vivant et la culture. Il y a encore quelqu'un qui veut rentrer. Je suis désolé parce que je crois que la porte est encore fermée. Il me semble. Cela étant,
un élément de stupéfaction tout à fait singulier, là, qui tient non pas à l'absence de critique de l'anthropologie, mais à la technique contemporaine, c'est évidemment la vitesse de la lumière. Cette vitesse de la lumière, le fait que la technologie fonctionne à la vitesse de la lumière, cette vitesse de la lumière constitue une puissance absolument stupéfiante dans la mesure où elle est mise au service d'une époque de l'automatisation tout à fait nouvelle. J'en parlerai bientôt dans un livre, qui est ce que j'appelle l'automatisation intégrale et totale, et générale également aussi. Et je pose que cette vitesse de la lumière qui est stupéfiante et tétanisante, on pourrait dire, tétanisante, on a l'impression qu'on ne peut rien faire en fait, qu'elle nous rend absolument impuissants. Eh bien, je soutiens que c'est un leurre de dire cela, c'est absolument faux. Cette vitesse de la lumière, si elle était mise par une nouvelle critique de l'anthropologie au service d'un nouveau pouvoir de désautomatisation, serait au contraire une augmentation, non pas de la puissance, mais de la pensée. Et donc aussi de la puissance. Ceci pour dire que ce séminaire est également dédié, très pratiquement cette fois-ci, au projet ou à la tâche d'explorer et d'inventer le nouvel âge de la transindividuation, qui est requis par le double redoublement épocal stupéfiant que nous connaissons. C'est dans cette perspective que j'ai conçu ce séminaire comme exploration de la condition organologique. Alors, il y a 15 jours, j'avais terminé mon intervention en citant Whitehead, qui affirme que, je le cite, j'ai traduit en français, les avancées majeures dans la civilisation sont des processus qui menacent de détruire les civilisations où elles adviennent. Je répète, les avancées majeures dans la civilisation sont des processus qui menacent de détruire les civilisations où elles adviennent. Qu'est-ce que dit Whitehead ici ? Whitehead dit que toutes les avancées de la civilisation sont pharmacologiques. J'avais fait cette citation de Whitehead, que j'ai trouvée chez Dodds, en réalité, c'est pas dans Whitehead lui-même que je l'ai trouvée, après avoir précisément fait référence à ce que David Murray et Eric Robertson Dodds appellent le conglomérat hérité, pour décrire la situation de ce que Dodds appelle l'Aufklärung grecque. Dodds dit Socrate, Protagoras, tous ces gens-là, ce sont des Aufkläreurs grecs. Ils les appellent comme ça, des Aufkläreurs. Des hommes des Lumières de l'époque grecque. Et pourquoi est-ce qu'il parle de ces hommes des Lumières de l'époque grecque? C'est parce que, d'abord, il commence par dire dans son livre qu'ils ont, la plupart ont été condamnés soit à l'exil, soit à la mort. Et le seul qui en soit vraiment mort, c'est Socrate. Et que s'ils ont été condamnés, c'est parce que la cité grecque vivait une immense crise. Et cette immense crise était celle des contradictions engendrées par le conglomérat hérité. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce conglomérat hérité? C'est des sujets dont j'ai beaucoup parlé dans mon cours de philo il y a 2 ou 3 ans, à Pharmacon. Eh bien, il y avait dans la mémoire du conglomérat hérité des choses héritées d'une époque archaïque, avec des croyances qui pouvaient même renvoyer à la magie, et puis des choses beaucoup plus récentes, et toutes ces choses étaient en conflit les unes avec les autres. Si j'ai cité ces références de Murray et de Dodds, c'est parce que, par ailleurs, tout en citant Whitehead, je commentais la fin de l'introduction de Merlin Donald dans son livre L'origine ou les origines de la pensée moderne, du Modern Mind, où il disait que ce qui conduisait à la pensée moderne, c'est-à-dire à la façon
que l'homme a de pensée, c'est ça que veut dire ici pensée moderne, c'est au sens où ce qu'on appelle l'homme moderne, je vous l'avais déjà dit l'autre fois, c'est l'homme que nous sommes nous-mêmes qui apparaît il y a, disons, 100 à 200 000 ans. Hein. Cet homme-là, qui est nous-mêmes, donc qui apparaît dans la fin de la préhistoire, il est constitué par l'apparition, disait Merlin Donald, d'une nouvelle mémoire. Et constituant la vie, dans la vie qui est un pouvoir de mémoriser, une nouvelle époque de la vie, une nouvelle forme de la vie. Et Merlin Donald disait que dès lors, il fallait, pour penser l'humain, penser l'incorporation de facteurs biologiques et de facteurs technologiques. Ça, c'est capital. C'est la première fois, quand j'ai lu cela, que j'ai lu véritablement, venant d'Amérique du Nord et dans une période dominée par le cognitivisme, un point de vue sur l'anthropologie qui, enfin, pour moi, pose vraiment les questions que seul, à ma connaissance, Leroi-Gourhan avait vraiment posées du côté de l'anthropologie et Georges Canguilhem du côté de la philosophie, à savoir que la vie humaine, c'est ce qui intègre, ce qui incorpore, dit Merlin Donald, des facteurs biologiques et des facteurs technologiques. Et qui le fait en s'agençant avec des formes intérieures de mémoire et qui, du même coup, je cite à nouveau Merlin Donald, produit une structure hybride contenant des vestiges de stades précédents de l'émergence de l'humain, aussi bien que de nouveaux dispositifs symboliques qui ont radicalement transformé son organisation. Alors, les stades précédents de l'émergence de l'humain, ce sont des stades de l'humain qui n'est pas encore l'homme moderne, c'est-à-dire sapiens sapiens. Il y a des formes de l'humain bien avant, l'humain commence il y a environ 3 millions d'années, qui ne sont pas encore l'homme moderne. D'abord parce que son cortex n'est pas complètement ouvert. L'ouverture de l'éventail cortical n'est pas achevée. La technique n'est pas du tout au point de maturation qu'on trouve à l'époque de Néandertal et de l'homme moderne, de l'homo sapiens sapiens, etc., etc. Et donc ce que dit ici Merlin Donald, c'est qu'il y a intégration d'éléments de mémoire qui sont déjà de l'homme, mais pas encore l'homme moderne, et que tout cela forme des couches de mémoire emboîtées les unes dans les autres ou combinées les unes avec les autres. C'est l'incorporation de facteurs à la fois biologiques et technologiques donc, qui engendre ce complexe symbolico-mnésique qui rend possible les avancées toujours hautement pharmacologiques et menaçantes pour les civilisations dont parle Whitehead. Je vous avais proposé également, l'autre fois, tout à fait à la fin de mon intervention, de comparer ce que dit Whitehead, donc que je viens de citer, avec ce que dit Charles Sanders Peirce, tel que le cite David Bates au début du petit livre que nous avons publié sous le titre Digital Studies, et où Peirce dit du cerveau, je le cite, les maladies du cerveau peuvent améliorer l'intelligence générale. Ceci, je le cite parce que cela inscrit la question de l'organe cérébral dans les questions organologiques. Ça inscrit la question de l'organique cérébrale dans l'organologie. Nous verrons bientôt, quand on va rentrer vraiment dans Godelier, ce qu'on va commencer à faire tout à l'heure, mais on ne le verra que dans 15 jours ou dans un mois, nous verrons bientôt comment Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie d'origine structuraliste
et derrière Lévi-Strauss et le structuralisme godelier, se sont mis à parler du cerveau. À mon avis, dans des termes qui sont assez faibles, pour ne pas dire très faibles. Quoi qu'il en soit, si je vous parle du cerveau maintenant, c'est pour une raison de fond que ceux qui suivent ce séminaire régulièrement connaissent, puisque depuis le début de ce séminaire, je parle du cerveau, depuis 4 ans. Mais j'en parle aujourd'hui plus spécifiquement parce que je crois que l'anthropologie scientifique, en tout cas celle d'origine française et lévi-straussienne, a un discours extrêmement faible sur la question du cerveau et ne voit pas le cœur du problème, à savoir que le cerveau, tel que Marianne Wolf, par exemple, l'analyse, c'est un organe d'incorporation du technologique. Exactement ce que disait Merlin Donald. C'est ce que décrit Marianne Wolf. Le cerveau noétique, c'est ce qui est capable de se désorganiser et de se réorganiser organologiquement et non pas organiquement. Or, ceci, c'est ce qui est largement confirmé par avance par tous les auteurs que cite David Bates. Charles Peirce, donc, mais aussi Alexander Luria, le neurologue soviétique, Kurt Goldstein, le neurologue allemand, qui montrèrent que, je cite David Bates, qui les paraphrase, les lésions cérébrales peuvent être à l'origine d'une réorganisation complète du comportement humain. Vous savez, vous avez entendu parler évidemment de cela, qu'on a fait ces découvertes à travers des accidentés du cerveau. Hein. Quelqu'un qui en particulier avait reçu une baramine dans le crâne, qui lui avait traversé le crâne carrément, non seulement il n'en est pas mort, mais il s'est reconstruit un organe cérébral, ce qui montre une incroyable capacité de l'organe cérébral à se transformer. Mais ça, c'est un exemple extrêmement connu, mais il y en a des centaines d'exemples de ce type-là. Et tout ce que montrent ces études cliniques de la pathologie du cerveau qui est atteint de lésions graves, soit par une maladie, soit par un accident, un traumatisme crânien ou je ne sais quoi, eh bien c'est en fait que le cerveau se reconstruit et très 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 souvent arrive à compenser fortement, voire parfois totalement, la lésion. Je soutiens que ces considérations, du point de vue d'une anthropologie conçue comme anthropotechnique, je reprends ce terme que j'ai emprunté donc à Sloterdijk l'autre fois, cette anthropotechnique devant être, selon moi, conçue comme une organologie générale, et donc c'est plus tout à fait le point de vue de Sloterdijk, c'est-à-dire comme le jeu entre des organes artificiels, naturels et des organisations sociales, et il faut les trois pour que ça fonctionne, et où le cerveau, bien évidemment, joue un rôle absolument spécifique et central. Je soutiens donc que ces considérations de Peirce, Luria, Goldstein et bien d'autres que cite David Bates doivent être resituées dans le cadre de ce que j'appelle le double redoublement épocal, où un choc technologique est toujours ce qui conduit à une réorganisation organologique de l'organique, c'est-à-dire du cerveau, mais en passant par des systèmes sociaux qui eux-mêmes se réorganisent. L'histoire humaine des avancées dont parlait Whitehead tout à l'heure, c'est essentiellement l'histoire de ces chocs qui conduisent sans arrêt à des réorganisations, y compris de la sécurité sociale, des retraites ou de je ne sais quoi, ou de l'université, ou du centre Pompidou, ou de l'IRI, mais qui se traduisent toujours par des réorganisations de l'organe cérébral. C'est-à-dire, à un moment donné, ça finit par s'intérioriser dans cet organe très particulier qui est ce que j'appelle le cerveau noétique. En ceci que ce cerveau n'est pas simplement organique, mais bien organologique. Il est fait pour intérioriser des artefacts dans le corps. Et ça signifie très exactement ce que disait Merlin Donald, à savoir une incorporation technologique dans le biologique. Ça signifie que les systèmes sociaux, qui sont les objets de l'anthropologie, et en particulier dans le cadre de Maurice Godelier et de Claude Lévi-Strauss, par exemple, les systèmes de parenté, ce qu'on appelle les structures de la parenté,
C'est ce qu'on va voir en détail quand on va commencer à lire Godelier. C'est ça qui intéresse Godelier, c'est la parenté comme système social. Et dont il montre qu'en fait, on ne peut jamais la séparer des autres systèmes sociaux, juridiques, linguistiques, économiques, etc. Et il oublie complètement le système technique, c'est ça le problème. Les systèmes sociaux, donc, sont des régimes de production de circuits de transindividuation. Et ces circuits sociaux, produits par la transindividuation, en quoi consistent les systèmes sociaux, sont supportés par des rétentions tertiaires. Pour que les circuits de transindividuation produits par les systèmes sociaux puissent être intériorisés par les individus psychiques, c'est-à-dire par leur cerveau noétique, il faut que ces cerveaux noétiques aient eux-mêmes intériorisé les rétentions tertiaires. C'est-à-dire pas simplement les circuits des systèmes sociaux, mais le système technique lui-même. Il faut qu'il se soit organologisé. Et donc, il faut qu'ils aient, pour cela, désorganisé les circuits antérieurs et produit de nouvelles formes d'organisation, et cela aux trois niveaux, au niveau psychosomatique, au niveau technique et au niveau social. Donc l'organologie, c'est ce qui étudie les désorganisations et les réorganisations. L'approche de l'anthropologie que je propose, c'est cette approche extrêmement dynamique, qui consiste non pas à étudier ce que c'est que l'essence de l'homme, la nature de l'homme, ou je ne sais quoi, ce qu'il y a d'universel dans l'homme, par exemple l'inceste, l'interdiction de l'inceste plutôt. C'est une époque, une manière qu'on avait de définir l'anthropologie de Lévi-Strauss, qui était d'ailleurs une erreur, mais en tout cas, c'est pas du tout, l'anthropologie, c'est pas du tout ce qui s'intéresse dans ce sens-là à ce que c'est que l'homme, c'est ce qui s'intéresse au processus dynamique d'organisation, de désorganisation et de réorganisation sous les effets de chocs successifs, en quoi consiste l'être pharmacologique. Et ces désorganisations et ces réorganisations, ce sont des processus de désindividuation et de réindividuation, qui se produisent toujours à travers un triple processus d'individuation psychique, technique et sociale. Le caractère pharmacologique de la situation tient au fait que la rétention tertiaire peut toujours conduire à court-circuiter une instance de la transindividuation au profit d'une autre. Ce qui conduit toujours à la destruction du processus de transindividuation lui-même. Et c'est ça qui est en jeu en réalité dans ce dont parle Whitehead. Les systèmes sociaux, en tant qu'expression des thérapeutiques de cette possibilité pharmacologique toxique, c'est-à-dire en tant qu'expression, les systèmes sociaux sont des systèmes de curativité qui permettent de lutter contre la toxicité du pharmacone. Donc les systèmes sociaux sont essentiellement curatifs, voilà ce que je veux dire, ce sont des thérapeutiques. Eh bien, ces thérapeutiques peuvent elles-mêmes se mettre à fonctionner comme des pharmacas. C'est-à-dire qu'elles peuvent se transformer elles-mêmes en artifices sociotechniques qui deviennent toxiques. Une thérapeutique peut devenir toxique. Tous les médecins savent ça, bien entendu. Tous les malades, je dirais surtout, savent cela. C'est-à-dire que vous savez bien que une grande partie de l'activité de la médecine consiste à tuer le malade par les médicaments qu'on lui donne. Et c'est un des grands problèmes de la médecine contemporaine, d'ailleurs, hein, où la thérapeutique s'avère être à peu près le contraire de ce à quoi elle était vouée. Et je ne parle pas simplement de cela en tant qu'ingestion de médicaments toxiques, de molécules, d'effets secondaires, etc. Je peux aussi parler, par exemple, de la psychanalyse, qui peut créer une espèce de situation où, finalement, ce qui est censé donner, rendre à un patient ou à un analysant sa capacité d'individuation, en fait, peut aussi complètement le rendre incapable de s'individuer. Ça arrive assez souvent. Je dis la psychanalyse, mais j'aurais pu donner toutes sortes d'autres exemples. Ou encore, comment des processus de systèmes sociaux qui sont faits pour améliorer une situation sociale les aggravent, tout simplement. Hein. Bon. Les renversements
en tout genre qui sont produits par ce qu'on pourrait appeler la bureaucratie, la technocratie, ou la sclérose des institutions, le fait que l'école qui est faite pour éduquer en fait fait le contraire de cela, ou en tout cas paraît faire le contraire, enfin tous ces problèmes qui ont été décrits parfois sous le nom par Ivan Illich de contre-productivité. Hein. Illich appelle ça la contre-productivité. Les systèmes sociaux peuvent toujours devenir très contre-productifs. Et tous, quand par exemple Heidegger décrit la langue, qui est un système social, qui est en fait, en principe, le système social à travers lequel on peut parler, et qui engendre, dit Heidegger, la plupart du temps, le bavardage, qui est le contraire de la parole, la langue est devenue aussi un pharmacone, hein, etc., etc. En ce moment même, en France en particulier, mais je pense dans une grande partie de l'Europe, et puis finalement dans la très grande partie des pays industrialisés, les institutions apparaissent massivement devenir toxiques. Les systèmes sociaux paraissent de plus en plus devenir antisociaux, c'est-à-dire sclérosant le social, l'empêchant de se développer. Tandis que le marché, par ailleurs, est lui-même un système social, parce que le marché, c'est l'économie, et l'économie, c'est un système social. Si vous regardez Bertrand Gilles, il dit l'économie est un système social. Ce système social est d'un type très particulier, parce qu'il s'articule avec le système technique, en sorte qu'il se déterritorialise avec la technique, et qu'il paraît être, en fait, en excroissance sur tous les autres systèmes sociaux, parce qu'il a une capacité de déterritorialisation énorme, et en fait de séparation par rapport au territoire, et du coup, de capacité de court-circuiter les autres systèmes sociaux par sa déterritorialisation et dans l'articulation qu'il produit avec le système technique. David Bates, dans le texte dont je parlais tout à l'heure, qui est publié dans le livre Digital Studies, mais aussi dans la conférence qu'il a donnée il y a 2 ou 3 mois, ici même, là, à cette table, et que vous trouverez en ligne sur le site Digital Studies, qui a été éditorialisé par Simon Nassel et Neil ici présents. David Bates, dans cette conférence et dans le texte dont je parlais tout à l'heure, montre que Ross Ashby, W. Ross Ashby, envisageait la conception de machines pathologiques, ce qu'il appelle des machines pathologiques. Pour Ashby, je cite à nouveau David Bates, c'était à travers une aptitude à la panne, à la potentialité d'un accident, qu'une machine pourrait en devenir une autre. Ce qu'Ashby disait, une machine deviendrait vraiment l'homologue de ce que nous sommes, par exemple, si elle était capable de devenir autre chose que ce qu'elle est. Et donc, pour pouvoir essayer de produire une machine qui ressemblerait à ça, il fallait, je cite à nouveau David Bates, modéliser des pannes périodiques internes dans cette machine. Il fallait faire en sorte que la machine puisse tomber en panne. Très très intéressant ça. Si on avait le temps, on ferait des comparaisons avec des passages de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, où il parle, je ne sais plus si c'est dans Anti-Oedipe ou dans Mille plateaux, j'arrive plus à m'en souvenir, du fait qu'un système doit être capable de tomber en panne. Voilà, et que c'est à partir de ces dysfonctionnements qu'il faut le penser. Par ailleurs, et c'est surtout ça que je voulais dire, vous aurez noté que cette capacité de la machine pathologique à tomber en panne, cette aptitude à la panne, comme dit David Bates, paraphrasant Ashby, c'est ce qui doit rendre possible ce que j'appelle, en me référant à Deleuze, ce que j'appelle depuis 2 ans, une quasi-causalité. Comment devenir la cause de son accident? Une panne, c'est un accident. Être capable de tomber en panne, vous vous souvenez peut-être que c'est aussi ce que dit Canguilhem à propos de la maladie. Il dit être en bonne santé, c'est être capable de tomber malade. Donc c'est être capable de supporter l'équivalent de ce qu'on appellerait une panne dans une machine.
Vous savez que Georges Canguilhem faisait de la pathologie le cœur de l'hominisation. Ce qui veut dire que l'hominisation, c'est ce qui est toujours à la fois une déshominisation et une réhominisation, si l'on peut dire. Dans la mesure où, je cite Canguilhem, j'ai dû citer cette phrase 50 fois déjà dans mes conférences diverses et variées. Canguilhem dit ceci, je vous le rappelle, le pouvoir et la tentation de se rendre malade sont une caractéristique essentielle de la physiologie humaine. Alan Turing, toujours tel que David Bates le lit, en fait, je suis en train de faire un long commentaire de David Bates à travers tous ses auteurs, qui lui-même fait des commentaires de tous ses auteurs. Alan Turing posait que, je cite donc David, les êtres humains devraient être conçus comme des machines constamment et systématiquement modifiées par ces interférences cruciales que sont l'éducation, la communication, entendez le symbolique en tant qu'il est dialogique, et tout ce qui stimule le cortex. Les routines de pensée et d'action acquises chez l'écolier se superposent graduellement sur la configuration initiale du cerveau. Fin de citation. Donc ce que nous dit Bates ici, c'est que pour Turing, un être humain est une machine capable de se modifier constamment et systématiquement, et l'éducation, c'est ce qui développe cette aptitude à la modification. Il faudrait comparer ces analyses de Turing, de Bates et de tous ces autres auteurs que nous avons cités là, avec les analyses de Jean Lassègue, dans un livre qui s'appelle Turing, tout simplement, et qui, d'une part, propose de penser l'informatique comme un type d'écriture, ça c'est très intéressant. Jean Lassègue dit, en fait, dans ce que dit Turing de l'ordinateur et de l'informatique, ce qu'il décrit, c'est une machine à écrire, c'est une machine d'écriture. Et donc, il faudrait penser l'informatique à partir du concept d'écriture. Et Jean Lassègue, premier point, donc souligne que dans ce cas-là, il est impossible de neutraliser les substrats. C'est-à-dire qu'il s'inscrit en faux, comme son camarade Giuseppe Longo, avec lequel il a écrit d'ailleurs un article là-dessus que je vais citer dans un instant. Giuseppe Longo et Jean Lassègue, nous les accueillerons dans cette salle. Ah non, pas dans cette salle. À l'Institut Mines Télécom au début du mois de juillet. Dans un séminaire que nous allons faire sur les Digital Studies. Donc, Jean Lassègue et Giuseppe Longo récusent l'idée qu'il faille séparer l'information et le support. Et que la base de la scientificité de l'informatique théorique et de tout ce qui vient derrière, avec le numérique, ce serait cette séparation structurelle entre l'information et le support. En anglais, on dit aussi le software et le hardware. Je vous signale en passant que Gilbert Simonon, lui, reprend à son compte cette possibilité de séparation des deux. Et que c'est un point qui m'oppose à Gilbert Simonon. C'est pour ça que je ne suis pas un simondonien, même si j'accorde la plus haute importance à la pensée de Gilbert Simonon. Là-dessus, Simonon n'est pas clair, à mon point de vue. Lassègue dit ceci, il y a une certaine facilité intellectuelle que l'on trouve souvent répandue en intelligence artificielle à ne considérer l'informatique que dans son indépendance par rapport au substrat physique. Dans la mesure où c'est précisément parce qu'elle entretient des rapports d'un type particulier de substrat, dans la mesure où c'est précisément parce qu'elle entretient des rapports avec un type particulier de substrat qu'elle offre pour les êtres humains un intérêt. Donc ce que dit Lassègue, et ce qu'il redira avec Longo, c'est que c'est la spécificité du support qu'est l'ordinateur qui est intéressante dans l'informatique. Spécificité qui lui permet à cet ordinateur de calculer à très grande vitesse, dans des conditions
particulières qui permettent d'extérioriser ce que j'appelle moi les fonctions de l'entendement dans un artefact pharmacologique. Et il ajoute, c'est ce décalage qui reste interprétable qui a une portée pour les êtres humains. C'est le décalage qu'il y a entre les capacités de l'informatique et ce que l'humain lui-même fait qui est intéressant pour l'humain. Et c'est dans l'interprétation de ce décalage que l'informatique est intéressante. Et la SEG en conclut qu'il faut appréhender la question de la machine non pas comme un duplicata de l'humain, ce que les gens de l'intelligence artificielle ont très souvent fait, les cognitivistes aussi, en disant la machine de Turing, en fait, l'être humain, le cerveau humain, c'est une machine de Turing. La SEG et Longo disent c'est pas du tout comme ça que c'est intéressant de penser cette machine. Ce n'est pas comme un duplicata de l'être humain, c'est comme une interaction et un couplage entre le vivant et la technique, qui permet à ce vivant de vivre autrement. Et de telle manière qu'il en résulte un déphasage ou un décalage créatif. Et nous retrouvons ici, à travers le déphasage et le décalage, le double redoublement évocal. Le choc dont je vous parle sans arrêt, ou ce dont parlait Whitehead tout à l'heure, mais qui est ici inscrit à l'intérieur même d'une technologie. Et je cite encore la SEG, aussi est-ce l'interaction entre les êtres humains et leurs expressions algorithmiques, incarnées sous forme de machines, qui est véritablement créatrice de formes. Par analogie, on peut dire que le décalage on peut dire que le décalage dans la vitesse de traitement entre l'être humain et l'ordinateur est comparable au décalage de vitesse de réaction-diffusion de chaque morphogenèse dans le modèle morphogénétique de Turing. Ici, la SEG renvoie à un article que Turing a consacré à la biologie sur la question de la morphogenèse. Et dans son livre, il montre qu'en fait, le trajectoire de Turing, ça a été de passer des mathématiques à la biologie en passant par l'informatique et pour essayer de penser le devenir des formes vivantes. Alors, je ne vais pas m'engager dans ce sujet-là, mais je vous le signale parce qu'il y a une espèce de vulgate sur Alan Turing, très très dominante, qui fait de Turing une espèce de penseur du software qui serait séparable du hardware, etc. C'est exactement le contraire, en fait, que montre la SEG et Longo, à savoir que Turing, c'est un penseur de l'écriture. Ils le disent dans un papier qu'ils ont publié chez Springer sous ce titre « What is Turing's comparison between mechanism and writing worth ?» Qu'est-ce que vaut cette comparaison faite par Turing entre le mécanisme et l'écriture? C'est en effet dans un article qui est très connu, qui s'appelle « Le jeu de l'imitation » de Turing. Donc Turing, en 1950, dit que le mécanisme est une forme de l'écriture. C'est extrêmement important pour nous, dans la mesure où je soutiens moi-même que l'écriture est un stade dans la grammatisation, dont ce que j'appelle le mécanisme au sens de l'automate de vocation, puis de la machine-outil, puis finalement de l'ordinateur, sont la suite. Et moi-même, j'ai toujours posé que, en fait, l'ordinateur est une forme de l'écriture et l'automate aussi. Ce qui est une manière de dire à l'inverse que l'écriture est une forme de l'automate. Et donc ça, on le trouve théorisé par Turing lui-même. Et c'est à partir de cette question que Turing essaye de penser les rapports entre la calculabilité et ce qui n'est pas réductible au calculable, à savoir le vivant. Alors, je vous disais tout cela pour inscrire toutes les questions que je vais poser maintenant dans une longue tradition qui, au XXe siècle, a essayé d'étudier les relations entre le mécanisme, l'écriture et le vivant. Et où donc il faut intégrer tous ces penseurs que j'ai cités, en passant par David Bates ou Jean Lassague, ou Giuseppe Longo. Dans toutes ces références que j'ai faites, la question centrale, c'est le décalage, en fait, ou le déphasage, ce que j'appelais au début de mon intervention d'aujourd'hui la stupéfaction. D'une façon très générale, le décalage ou le déphasage, c'est aussi un terme, vous le savez, le déphasage, c'est un terme de Gilbert Simondon. Simondon dit « il n'y a pas d'individuation sans déphasage ». Et le cœur de l'individuation, c'est la capacité de se déphaser.
C'est ça l'individuation. Ce qu'il appelle aussi le saut quantique. Le décalage ou le déphasage, donc, il est là depuis l'origine de l'hominisation, selon moi. Et il est engendré morphogénétiquement, et je reprends cette expression après avoir cité l'article de Turing sur la morphogénèse. Il est engendré morphogénétiquement par le jeu de 3 systèmes dynamiques, que Simonon appelle des processus d'individuation, qui sont ces systèmes dynamiques, à savoir le système dynamique psychique, le système dynamique technique et le système dynamique social, qui sont donc ces systèmes dynamiques soumis à des contraintes endogènes et exogènes, chaque fois spécifiques. Je veux dire, quand je dis chaque fois spécifique, je veux dire qui, à travers le temps, n'arrête pas de se transformer. J'ai soutenu dans un bouquin qui s'appelle « Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue », le sous-titre est « De la pharmacologie », que ces 3 systèmes dynamiques, qui sont inséparables l'un de l'autre, c'est les 3 dimensions de l'organologie générale, le psychosomatique, le technique et le social, et vous ne trouverez jamais un psychosomatique sans du technique et du social, ou alors c'est le psychosomatique de l'enfant sauvage, et qui précisément n'a pas réussi à s'individuer. Et vous ne trouverez jamais une société humaine sans êtres humains, c'est-à-dire sans système psychosomatique. Et vous ne trouverez jamais d'êtres humains qui vivent en société sans des organes techniques qui leur permettent de vivre ensemble. Donc ces 3 systèmes dynamiques qui sont toujours reliés les uns aux autres, mais qui sont en permanent conflit les uns avec les autres, ou plus exactement en décalage ou en déphasage les uns par rapport aux autres, ces 3 systèmes techniques donc, sont soumis à 6 catégories de tendances et de contre-tendances. Et ces 6 catégories de tendances et de contre-tendances s'agencent chaque fois, à chaque époque de l'humanité, d'une manière spécifique, et forment ce qu'on va appeler un complexe préhistorique, protohistorique ou historique. Préhistorique jusqu'au néolithique, protohistorique entre le néolithique et l'Antiquité gréco-romaine, et historique depuis les Juifs et les Grecs. Et je ne parle pas de la Chine, bon, parce que je ne la connais pas suffisamment, mais bien évidemment, il faudrait instruire ça, la question de l'entrée de la Chine. Il y a encore quelqu'un qui est à la porte. Dans l'histoire, c'est une vaste question dans laquelle je ne m'engagerai évidemment pas. Donc j'avais essayé de décrire dans de la pharmacologie le jeu de ces tendances et des contre-tendances de la manière suivante. Au niveau psychosomatique, c'est-à-dire au niveau de l'individu psychique, il y a des tendances pulsionnelles qui sont contrecarrées par des contre-tendances que je vais appeler d'investissement, idéalisantes et sublimatoires. C'est le travail de transformation dont je soutiens que Freud le décrit à partir de 1920 par l'économie libidinale des pulsions en investissement. Transformation des pulsions en investissement. Ce que je soutiens, c'est que pour que l'individu psychosomatique, l'individu psychique si vous préférez, puisse transformer ses pulsions en investissement social, c'est-à-dire en libido, en économie libidinale, il doit passer par des possibilités pharmacologiques. Le doudou, le fameux doudou de Winnicott, mais d'une façon beaucoup plus générale, les fétiches au sens où ils sont essentiels, ces fétiches à la production de la perversion, qui est elle-même la condition de possibilité de la transformation de l'instinct en pulsion. C'est parce que l'instinct est pervers qu'il peut se détacher de son objet spontané et aller s'attacher à d'autres types d'objets, qu'il peut circuler, qu'il est amovible, que du coup ce n'est plus un instinct mais une pulsion. Parce que l'instinct, lui, ne peut pas se détacher de son objet. Et ce que je soutiens, c'est que pour que l'instinct puisse devenir pulsion, c'est-à-dire puisse devenir pervers, autrement dit mobile, amovible, pour prendre un terme
qui est commun à Freud et à Leroi-Gourhan, eh bien, il faut une pharmacologie, c'est-à-dire une organologisation de l'organique. Il faut une artificialisation de l'organique. C'est à partir de là, il va falloir trouver une solution pour cette porte, hein, parce que c'est à partir de là que l'individu psychique peut devenir membre d'une individuation collective, c'est-à-dire s'inscrire sur un circuit de transindividuation. Quoi qu'il en soit, donc au niveau psychosomatique, il y a des tendances pulsionnelles et des contre-tendances d'investissement par idéalisation et sublimation. Au niveau technique, c'est-à-dire pharmacologique, à proprement parler, il y a aussi des tendances. Ce ne sont pas des tendances pulsionnelles, ce sont des tendances techniques, au sens que Leroi-Gourhan décrit dans L'homme et la matière. Et ces tendances techniques, elles se concrétisent dans ce que Leroi-Gourhan appelle des faits techniques. Et ces faits techniques contrecarrent les tendances techniques. Parce que les faits techniques concrétisent les tendances techniques en les limitant et parfois même en les contredisant complètement. Pourquoi ? Parce qu'un fait technique, ce que dit Leroi-Gourhan, c'est qu'un fait technique, c'est la rencontre entre la tendance technique et ce que j'appelais tout à l'heure les systèmes sociaux, qui viennent limiter, voire empêcher de s'exprimer la tendance elle-même. Et qui, du coup, produisent des contre-tendances qui traversent, animent, structurent et individuent le système technique lui-même. Donc le système technique est habité par une tendance technique qui ne s'exprime qu'en rencontrant sa contre-tendance, qui est la rencontre en fait des systèmes sociaux. Cette rencontre entre une tendance technique et des systèmes sociaux, elle-même ne se fait jamais qu'à travers des individus psychiques. Ce qui veut dire que là encore, vous avez les trois composantes de l'organologie qui jouent. Mais là où, chez l'individu psychique, c'était la tendance pulsionnelle qui organisait la dynamique et la contre-dynamique de l'individu psychique, au niveau du système technique, c'est la tendance technique qui organise la dynamique du système technique et les contre-tendances qui s'expriment dans le système technique à la rencontre des systèmes sociaux. Quant au système social lui-même, qui est le niveau des organisations et des institutions de l'individuation collective, hein, l'individuation collective, parce que Simonon dit très souvent l'individuation collective, mais en fait ça n'existe pas, l'individuation collective. Ce qui existe, c'est des processus d'individuation collective très, très divers, la langue, la religion, etc. Bref, tout ce qui organise le social, qui est toujours éclaté dans des systèmes sociaux, et je prends le mot aussi bien au sens de Bertrand Gilles que de Niklas Luhmann. Donc au niveau social, au niveau des organisations et des institutions de l'individuation collective, il y a des tendances là à la synchronisation. Un système social est essentiellement un système qui tend à synchroniser les comportements des individus psychiques qui appartiennent à ce système social. Mais cette tendance n'est qu'une tendance métastable. C'est une tendance métastabilisante qui tend à produire l'unité au niveau social de l'individu collectif, de l'individu social, si vous voulez, mais qui sans cesse doit jouer avec et contre des tendances à la diachronisation. Et c'est pour ça que c'est une structure métastable et non pas une structure stable. Et ici, vous le savez bien, j'en ai souvent parlé d'ailleurs déjà, c'est avec Saussure qu'il faut commencer à essayer de penser ces questions. Qu'est-ce que c'est que cette tendance à la diachronisation dans le synchronique ? Eh bien, c'est l'expression des individus psychiques dans le synchronique. Ce sont les individus psychiques, comme le dit très clairement Saussure, enfin, il n'emploie pas le mot individu psychique, il appelle ça les locuteurs, puisqu'il décrit ça dans le champ de la langue, qui sont porteurs d'une variabilité diachronique, qui expriment leur singularité, et toujours à travers et par rapport aux pharmacas, c'est-à-dire aux tendances techniques. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'aux trois niveaux, il y a toujours une tendance et une contre-tendance, enfin des ensembles de tendances et de contre-tendances, et que toujours à chaque niveau, les deux autres niveaux sont convoqués pour arbitrer, si je puis dire, les rapports entre tendance et contre-tendance. Et donc vous avez 6 tendances et contre-tendances qui sont instanciées par 3 niveaux à travers des processus qui relèvent de ce que Gilbert Simonon appelle
des relations transductives. C'est ça, la culture. Donc la culture, ce n'est pas ce que nous dit Jean-Pierre Changeux, qui d'ailleurs nous en dit à peu près rien du tout, hein, parce qu'il dit la culture, mais il ne donne pas la moindre définition. C'est comme si je me permettais de parler de la biologie sans donner la moindre définition de ce que c'est qu'une cellule, un gène, le vivant, etc. Bon, bah, quand on est Jean-Pierre Changeux et qu'on parle de la culture, on peut se permettre de dire la culture sans préciser de quoi on parle. Il n'y a pas que Jean-Pierre Changeux, hein. La culture, qui est la question d'anthropologie en réalité. À peu près personne n'en a véritablement aujourd'hui proposé une définition scientifique. Quand je dis scientifique, je veux dire par là avec administration de la preuve, arguments contradictoires, etc., etc., documentation. Il y a des tas de définitions de la culture philosophique. En Allemagne en particulier, Kultur, c'est un objet qui a été énormément, en particulier à l'époque romantique et post-romantique, ou à l'époque de Dilthey, mais des descriptions scientifiques de la culture, moi je n'en connais pas en réalité. Il faudrait que je module un tout petit peu. Edward Sapir a tenu un discours sur la culture, c'est un anthropologue américain. Mais je ne crois pas que ce soit des discours scientifiques au sens où, en tout cas, j'essaye ici de proposer une approche scientifique, que je crois être scientifique, de ce que j'appelle les processus organologiques. Qu'est-ce qui est culturel ? Cette question, qui se pose souvent en réalité, hein, et d'ailleurs que pose Claude Lévi-Strauss au tout début des structures élémentaires de la parenté, puisque le premier chapitre, on va en parler des structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss bientôt, hein, un texte très très important de 1949, je crois. Le premier chapitre s'appelle Nature et culture. Et puis en général, quand n'importe quel gamin qui passe le baccalauréat philo en France, une des premières questions qu'on lui fait étudier, c'est nature et culture. Question qui remonte à Rousseau. Un petit peu avant Rousseau, qui remonte à la question du droit naturel, puisqu'en fait, ce sont les juristes qui ont posé le problème de la nature et de la culture. Mais avant tous ces gens-là, ça n'existait pas, ces questions. Ça n'avait tout simplement pas de sens. Ce sont des questions très récentes. Quoi qu'il en soit, cette question-là, qu'est-ce qui est culturel, qu'on entend souvent sur les plateaux de télévision, déclenche en général les discours les plus invertébrés qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire qu'ils sont des espèces d'occasions de montrer l'inculture de ceux qui parlent de cette question, en général tout à fait stupéfiante, des espèces d'autodestruction du sujet même qui parle de la culture. Et ça témoigne, cela, aujourd'hui, cette logorée invertébrée de la culture, de la misère conceptuelle contemporaine. Misère qui relève de ce que Michel Deguy appelle le culturel. Je ne dis pas ça parce que nous sommes à côté du Centre national d'art et de culture, Georges Pompidou. Mais je pense que le Centre Pompidou devra un jour se poser la question de ce qu'il appelle le culturel quand même. Ce qui est culturel, pour moi cette fois-ci, c'est ce qui cultive en prenant soin des individus psychiques et collectifs sous conditions organologiques et pharmacologiques. C'est ça qui est culturel. Culture sous conditions organologiques et pharmacologiques qui accouple, par exemple, l'art et la techné, la science ou les sciences et la technique, le droit et la technique, le langage et la technique, l'appareil psychique et la technique, etc., etc. La culture, c'est toujours une manière de faire avec la technique. Ça n'est pas réductible à la technique. Mais ça ne peut pas apparaître sans la technique. Et donc, c'est ce qui apparaît sous des conditions, c'est ce qui cultive en prenant soin des individus psychiques et collectifs, c'est ce qui cultive des individus psychiques et collectifs en prenant soin, excusez-moi, sous des conditions organologiques et pharmacologiques qu'il faut étudier dans le temps, car ces conditions organologiques et pharmacologiques ne cessent de se transformer à travers le temps. La technique se transforme sans arrêt. Ces conditions organologiques et pharmacologiques, elles ne sont jamais a priori. Il n'y a pas des conditions pharmacologiques et organologiques qui viendraient du ciel des idées de Platon.
elles viennent du devenir, elles ne viennent pas du monde des idées, elles ne sont pas transcendantes, elles sont immanentes. Mais en revanche, et ça, je ne vais pas en parler dans le cours, dans le séminaire ici, sauf exception, mais on en parlera par contre beaucoup dans l'académie d'été, ces réalités techniques et immanentes peuvent engendrer non pas des réalités a priori, mais des réalités oniriques. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire rêver. Et elles peuvent faire rêver notamment de l'a priori. Elles peuvent engendrer des rêves dont le rêve de Platon, sortir de la caverne, qui peuvent avoir des effets extrêmement importants. Par exemple, la constitution de toute l'histoire de la métaphysique. Parce que pour moi, d'une manière ou d'une autre, la métaphysique, c'est l'effet d'un rêve de Platon. La question du rêve, je ne vais pas en parler plus que ça maintenant, mais juste pour justifier ce que je viens de dire et passer tout de suite à autre chose. Sans rêve, il n'y a pas d'idéalisation. Puisque le rêve est ce qui est capable de projeter quelque chose qui n'existe pas. Ce que j'appelle par exemple une consistance. Donc il faut être capable de rêver du triangle, il faut être capable de rêver du point géométrique, il faut être capable de rêver de la beauté en tant que telle, etc., etc. Et à partir de là, comme je l'ai dit dans le cours de cette année, comme j'y reviendrai cet été, on peut réaliser ses rêves, au risque d'en faire des cauchemars. Bon, ça, nous en reparlons plus tard. Au risque d'en faire des cauchemars, parce que la réalisation des rêves, ça donne des pharmacas, c'est-à-dire des rétentions tertiaires, des films, des statues, des outils, tous les artefacts. Et ces pharmacas peuvent se retourner contre le rêveur et devenir son cauchemar. C'est ce que nous vivons en ce moment, à l'échelle planétaire. L'organologie générale, c'est ce qui décrit tout cela en le corrélant aux différents niveaux par une méthode transdisciplinaire, notamment ce qui va permettre d'articuler des disciplines du psychosomatique, disons du médical, du biologique, etc., les disciplines du technique, l'ingénierie, l'histoire des techniques, les disciplines du social, et toutes les sciences qui sont afférentes à ces différentes choses. Donc l'organologie tente à articuler des approches transdisciplinaires des faits anthropologiques, disons, ou organologiques, ou anthropotechniques, et elle tente à le faire en ordonnant tous ces faits par la considération du processus de grammatisation, c'est-à-dire en inscrivant l'évolution organologique des êtres anthropotechniques, des êtres noétiques, au cours ou au long d'un processus de grammatisation. La grammatisation, ici, c'est le second point fondamental, après la technique, qui est ignoré par l'anthropologie scientifique. À part le roi Gourand, comme d'habitude. Le roi Gourand n'emploie pas le mot de grammatisation, bien entendu. Mais comme l'a très bien montré Derrida de la grammatologie, il décrit un processus de grammatisation. C'est-à-dire de discrétisation, et par la discrétisation, de reproductibilité des flux. Je redonne cette définition, dont l'écriture, l'automate dont je parlais tout à l'heure, etc., sont des cas particuliers. Donc, l'anthropologie scientifique ignore massivement la question de la grammatisation. Là encore, il y a d'autres exceptions quand même. Par exemple, Jack Goody, quand il tente de penser la raison graphique, il tente de penser quelque chose de ce que j'appelle la grammatisation, bien entendu. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il le pense comme tel. Voilà. De nos jours, c'est très problématique, dis-je, que l'anthropologie scientifique ignore la grammatisation, dans la mesure où, par exemple, les questions ouvertes par Alan Turing, telles que je les citais tout à l'heure, j'y référais tout à l'heure, relèvent directement de la grammatisation. Or, les questions qu'ouvre Alan Turing, ce sont celles qui ouvrent
le processus que certains appellent post-humaniste ou transhumaniste. Et donc ce sont des questions qui sont absolument cruciales pour l'anthropologie contemporaine. Ils sont au cœur de ce que certains appellent la rupture anthropologique. Et tout aussi bien, avec ces questions que décrit Turing, et dans leur sillage, se posent aussi les questions des thérapies géniques, des biotechnologies, de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui, et donc de l'évolution, des structures, de la parenté. Je dois vous dire d'ailleurs en passant que, puisque je parle de Turing, et qu'on va parler de l'homosexualité, du pharmacone sur le vivant, qui permet de transformer les conditions de reproduction du vivant, ou de la sexuation du vivant, je dois vous dire, vous le savez sans doute, mais peut-être pas, parce que tout le monde ne le sait pas, qu'Alan Turing était homosexuel, et qu'il s'est suicidé en mangeant une pomme qu'il avait trempée dans le cyanure, c'est très bien raconté par Jean Lassègue, parce que l'Angleterre puritaine l'avait condamné à choisir soit la prison, puisque l'homosexualité était un crime en 1950 en Angleterre, soit d'être piqué aux hormones, de consommer des hormones pour contrôler sa sexualité. Ce qu'il a admis parce qu'il n'a pas voulu aller en prison. Et du coup, il a vu une poitrine lui pousser, etc. Puis finalement, il s'est suicidé. Ce que je vais vous dire, c'est que toutes les questions dont je vous parle, la vie d'Alan Turing, c'est Lassègue qui raconte ça très très bien, en est une étonnante incarnation. La culture, donc, telle que je vous propose de la concevoir ici, c'est aussi la condition de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est la prescription et l'intériorisation de règles selon diverses modalités. Je vous rappelle que ce que j'appelle intérioriser des règles, ça veut dire désorganiser et réorganiser l'organe cérébral. C'est ça que j'appelle intérioriser des règles. C'est d'abord ça, pas seulement ça d'ailleurs, mais c'est d'abord ça. La culture, donc, c'est l'intériorisation, c'est l'éducation comme intériorisation de règles selon des modalités extrêmement variables. Ça peut être des modalités explicites, comme dans un enseignement. Ça peut être des modalités complicites, comme dans un apprentissage, où on n'explicite pas les choses, mais on s'y co-implique et ça devient complicite, ce que j'appelle du complicite. Ça peut être aussi même implicite et refoulé. Parce qu'il y a des processus d'intériorisation qui se font de manière totalement inconsciente et profondément refoulée. Sur ces sujets-là, on lira des pages très intéressantes de Maurice Godelier. Ces processus d'intériorisation de règles se font à partir de processus de transindividuation qui produisent ces règles, puisque le processus de transindividuation, c'est ce qui produit des règles. Et le processus de transindividuation, il est lui-même conditionné par l'état de la grammatisation, c'est-à-dire par les rétentions tertiaires lorsqu'elles forment ce que j'appelle depuis les Grecs des hypomnémata, puisque c'est ça la grammatisation. La grammatisation, c'est ce qui produit des rétentions tertiaires qui sont des hypomnémata, c'est-à-dire, si vous préférez, des mnémotechniques. Et je soutiens que les mnémotechniques sont apparues au Paléolithique supérieur. Avant, il y a des rétentions tertiaires, mais ce ne sont pas des mnémotechniques, ce sont des objets techniques qui sont aussi des supports de mémoire. L'intériorisation est la question centrale de toute culture. Et cette question centrale, Nietzsche lui a donné un nom, violent, même brutal, comme Nietzsche aime bien le faire, parce que Sloterdijk aime bien reprendre un peu à son compte de temps en temps, d'abord pour enquiquiner Habermas. Il a appelé ça, Nietzsche, le dressage, et non pas l'éducation. C'est en s'inscrivant dans cette qualification que Sloterdijk reprend la question sous l'angle de ce qu'il appelle une anthropotechnique, et nous y reviendrons certainement. Et j'y reviendrai peut-être aussi cet été dans l'Académie d'été. Alors face à tout cela, et je vais m'acheminer vers la fin de cette séance, et on va commencer à lire
Godelier juste un tout petit peu, puis on le lira vraiment à partir de dans 2 semaines. D'ailleurs, ça sera pas dans 2 semaines, ça sera je sais pas quand, parce que j'ai un voyage à l'étranger qui n'était pas prévu, et donc ça sera pas dans 2 semaines. Enfin, il faudra que je vous propose une autre date. Face à cela, donc, nous allons commenter quelques paragraphes de Maurice Godelier, de ses analyses de la parenté, pour essayer de voir comment l'anthropologie scientifique contemporaine n'arrive pas à penser la technique. Et du coup, n'arrive pas à penser ses propres objets. Par exemple, ce qu'on appelle le genre. Ce que nous lirons chez Godelier, c'est l'introduction, que je vous invite à lire dans la prochaine séance, et ensuite les chapitres 9 à 13, et enfin la conclusion. J'essaierai de vous montrer comment ce raisonnement de Godelier sur la parenté et le genre exemplifie parfaitement un propos d'un philosophe italien de Rome qui s'appelle Pietro Montani et qui sera bientôt d'ailleurs à l'INHA à Paris au mois de juin. Et je serai d'ailleurs présent à sa présentation puisque je serai censé discuter avec lui à l'occasion de la sortie d'un de ses livres qui vient de paraître aux éditions Vrin en français, qui s'appelle Bioestetica, qui avait été publié en Italie en 2006, et qui nous intéresse spécifiquement par rapport au sujet de ce séminaire, dans la mesure où il y met en question, Pietro Montani, dans ce livre, il met en question certaines positions consacrées en philosophie. Pietro Montani s'inspire beaucoup de Michel Foucault, pas seulement de Michel Foucault, de Heidegger, mais il reprend à son compte la question de la biopolitique chez Michel Foucault, et il critique un autre grand penseur de Heidegger et de Foucault, italien, qui s'appelle Giorgio Agamben. Il critique en particulier le concept de la vie nue de Giorgio Agamben, qui est le grand concept de Agamben. Montani dit ceci, que la biopolitique est un rapport déterminant à la technique, et tout particulièrement à la biotechnologie. C'est là une évidence trop faiblement thématisée dans les travaux des spécialistes. Ce que dit Montani, c'est que, à mon avis, je ne vais pas vous en parler plus que ça de ce livre-là, mais c'est que cette articulation, cette incorporation du biologique et du technologique dont je parlais tout à l'heure en me référant à Merlin Donald, eh bien, tout ce discours sur la biopolitique et sur le biopouvoir ne la prend pas en compte, cette incorporation, et il dit que ce n'est pas possible, en particulier à l'époque des biotechnologies. Et on va bien voir dans l'analyse que l'on va faire de Godelier, qui lui n'est pas quelqu'un qui reprend les concepts de la vie nue ou du biopolitique et tout cela, mais on va voir comment ce qu'il dit des penseurs philosophes du biopouvoir ou de la biopolitique, c'est aussi vrai de l'anthropologie. Ce séminaire a pour but de combattre ce type de faiblesse. J'avais d'ailleurs moi-même essayé de le faire dans un livre qui s'appelle Prendre soin, qui va paraître en italien d'ailleurs, très bientôt. J'en suis très heureux, grâce à notre ami Paolo. J'essaye donc j'avais dans ce livre, essayé de montrer déjà cette faiblesse dans le champ de la biopolitique et en particulier chez Agamben, dans un petit livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un dispositif, où j'avais essayé de montrer que ce petit livre finalement n'est pas du tout fidèle, à mon avis, à ce que dit Michel Foucault. Alors, allons vers une conclusion qui va introduire la séance suivante. S'il est vrai que le concept de biopolitique a une valeur, et évidemment, il a pour moi beaucoup de valeur, mais il n'a de valeur qu'à la condition qu'il serve à introduire une autre question qui est la psychopolitique et la neuropolitique. Parce que sinon, c'est un cache-misère qui empêche de penser le présent en s'accrochant aux années 70 et 80 de Michel Foucault. Si ce concept a une valeur,
les questions de parenté ne sauraient pas échapper au concept de biopolitique. Mais il n'y a pas de biopolitique sans technologie de pouvoir public, par exemple le pouvoir de l'État, mais aussi de pouvoir économique. Ce pouvoir économique que, à mon avis, Michel Foucault a très insuffisamment problématisé. Et du coup, il a ouvert une espèce de porte dans la critique du pouvoir public pour que le pouvoir économique se serve de Foucault, finalement, pour détruire toute puissance publique et s'exprimer, lui, ce pouvoir économique, sans limite. Et comme un biopouvoir, bien entendu. Et plus seulement comme un biopouvoir, mais comme un psychopouvoir et comme un neuropouvoir. C'est justement ce que j'essaye de montrer pour essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que les Foucaldiens n'arrêtent pas de ressasser depuis 40 ans. Quoi qu'il en soit, si je vous parle de tout cela, c'est pas pour revenir sur Foucault ou sur les Foucaldiens, c'est pour vous dire que Maurice Godelier lui-même ne voit rien de ces questions de technopouvoir. Il ne voit rien, à mon avis, de ce qui, dans le pouvoir, procède fondamentalement du fait anthropotechnique, organologique et pharmacologique, et pas simplement anthropologique. Et s'il ne le voit pas, c'est parce qu'il souffre des carences de l'althusérianisme. Vous savez sans doute que Godelier a été très lié à l'époque althusérienne. Au départ, c'est un anthropologue marxiste. Et j'ai moi-même essayé de faire une critique dans Pharmacologie du Front National d'Althusser, en particulier pour essayer de montrer que ce qui est au cœur d'Althusser, de la pensée althussérienne, de la lecture althussérienne de Marx, c'est une très profonde incompréhension de ce qui est en jeu dans l'idéologie allemande de Marx et Engels. Je vous rappelle que l'idéologie allemande, c'est ce qui commence par poser que l'homme, c'est la forme technique du vivant. C'est la forme de la vie qui est capable de produire elle-même ses organes sous forme d'organes artificiels. C'est absolument crucial. C'est à partir de cette position que Marx et Engels disent on peut critiquer l'idéalisme uniquement à partir de cette position. Et c'est un texte que les althussériens ont progressivement oublié, qu'ils ne commentent jamais, dont Althusser avait décrété que c'était un texte pré-critique ou pré-marxiste, et qui du coup a totalement disparu du corpus critique de Marx. Or, c'est un texte foncièrement organologique, qu'il faut absolument relire. Les marxistes aujourd'hui, ou les post-marxistes, parce qu'à mon avis, parce qu'ils n'ont pas fait le bilan de ces impasses-là, et ces impasses, ce sont des impasses qui conduisent à l'anthropologie qui n'est pas capable de penser l'anthropotechnie, eh bien ces penseurs, quand ils sont confrontés aux questions qu'on appelle sociétales, par exemple la question du genre, le mariage homosexuel, l'adoption des enfants, etc., etc., qui sont des questions qui sont posées par le capitalisme comme biopouvoir, psychopouvoir et neuropouvoir. Dans la mesure où ces penseurs post-marxistes sont enfermés dans des résidus anthropologiques humanistes, dans des résidus de l'anthropologie humaniste, ces résidus humanistes étant eux-mêmes des résidus de l'idéalisme, selon moi, ces penseurs ne proposent aucun concept nouveau, aucune vision nouvelle de ce qui n'est pas l'homme, mais le non-inhumain. Et je pense que du coup, ça donne à leur discours, par exemple par rapport à ces questions de l'évolution de la parenté aujourd'hui, une fragilité extrême et une très grande difficulté à convaincre qui que ce soit. Par ailleurs, et c'est beaucoup plus grave, ça conduit à la dénégation de la légitimité des angoisses de l'époque face à la prolétarisation des ventres, qui fait système avec les organismes génétiquement modifiés. J'en avais parlé dans le dernier chapitre de ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, où j'avais essayé d'étudier comment les mères porteuses sont des derniers stades du biopouvoir de la prolétarisation.
ou de la prolétarisation par le biopouvoir. Et à cet égard, j'avais moi-même fait un rapprochement avec les organismes génétiquement modifiés, et peut-être que vous avez entendu parler la semaine dernière ou il y a 2 semaines de la discussion, enfin pas de la discussion, mais des insultes qui ont circulé dans le mouvement écologique entre José Bové et une femme, je crois qu'elle est sénateur ou députée européen, leader de Europe Écologie Les Verts, puisque José Bové disait, je comprends très très bien qu'on s'oppose à la PMA et à la gestation pour autrui, parce que on ne peut pas être à la fois contre la transformation technologique et l'appropriation par Monsanto des possibilités de reproduction du végétal et donc de la destruction par cette très grande industrie biotechnologique de la culture du maïs, et de la culture au sens où je disais que la culture tout à l'heure c'est cultiver quelque chose, et en même temps être pour, sans critique en tout cas, ces techniques de reproduction chez les êtres humains. Bon. José Bové, avec lequel je suis très rarement d'accord d'ailleurs, s'est fait insulter littéralement par ses collègues de son mouvement. Et j'ai trouvé ça quand même stupéfiant. Ce qui ne veut pas dire que je sois d'accord avec ce que dit José Bové et que je considère qu'il faille le reprendre comme tel, mais quand même, il pose une vraie question. Et cette question, si les mouvements écologistes ne sont pas capables de la poser, c'est qu'ils ne sont pas des mouvements de pensée. Ils sont, je sais pas, n'importe quoi, du marketing politique, tout ce qu'on veut, mais absolument pas des organisations de pensée. Or, un mouvement politique qui ne peut pas s'appuyer sur une organisation de pensée, c'est un mouvement, pour moi, réactionnaire. Voilà. Donc, qu'on se comprenne bien, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ni qu'il faut partager le point de vue de José Bové, ni qu'il faut être contre. Ça n'est pas mon problème ici de statuer par rapport à ça. Ce que je dis simplement, c'est qu'il est absolument légitime de poser le problème comme le pose José Bové. Il a peut-être tort, mais il est parfaitement légitime de le poser ainsi. Je dirais même que c'est la seule manière de poser le problème. C'est la seule manière. On ne peut pas ne pas unifier la question du vivant, que ce soit le vivant du maïs ou les enfants. Et on ne peut pas, en plus, être plus précautionneux avec le maïs qu'avec les enfants, quand même. Hein. J'aurais tendance à considérer que c'est peut-être moins problématique d'adopter les OGM que des processus qui modifient radicalement l'avenir de l'enfance, par exemple. Hein. Bon. Derrière tout cela, je répète, hein, je ne porte pas de jugement sur quoi que ce soit pour le moment, ça ne m'empêchera pas d'en porter à un moment donné, mais j'ai l'habitude d'assumer mes positions. Mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais par contre, je souligne ces questions parce que je soutiens que ces questions ne peuvent se poser ou ne peuvent si mal se poser ou ne pas se poser que parce que l'anthropologie elle-même n'arrive pas à les affronter. Ce sont des questions d'anthropologie, ça, ce dont on parle. Et dans la mesure où l'anthropologie ne dit à peu près rien de la technique, notamment quand il s'agit de comparer les systèmes de parenté à travers le temps et de voir comment ils évoluent, eh bien, il y a un très 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 gros problème. Alors, je vais juste faire une très rapide petite introduction, description des premières pages de métamorphose de la parenté de Godelier, puis après je vais m'arrêter pour qu'on puisse discuter. Dans son introduction, c'est la page 9, je crois, 11, non. Je sais plus, j'ai pas gardé les... Enfin, c'est le début du livre. Godelier commence par souligner que le XXe siècle, je le cite, je vais lire la première phrase, les 30 dernières années du XXe siècle auront été les témoins d'un véritable bouleversement de la parenté et des idées sur la parenté. Et un peu plus loin, il dit, on a assisté dans la vie à de profondes mutations des pratiques, des mentalités et des institutions qui définissent les rapports dits de parenté entre les individus comme entre les groupes que ces rapports engendrent. Famille nucléaire, famille improprement dite étendue, parentèle, etc., etc.
Il souligne ensuite que le lien conjugal s'est de plus en plus distendu, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de divorces. Presque la moitié des mariages aujourd'hui, un peu moins, aboutissent à des divorces. Donc, ce qui était absolument inconcevable, tout simplement parce que c'était interdit de divorcer il y a encore pas très longtemps. C'était pas possible de divorcer il y a encore pas longtemps, sauf cas très très exceptionnels, sous juridiction d'exception d'ailleurs, avec accord par le pape, etc. Bon. Donc il y avait des cas, mais ils étaient absolument exceptionnels. Donc il souligne qu'il y a une dévalorisation des liens conjugaux, disons, mais une survalorisation de l'enfance. Enfin, pas survalorisation, il dit un mouvement de valorisation de l'enfance et de l'enfant apparu en Europe occidentale au XXIe siècle et qui aboutit finalement à une précédence en quelque sorte. L'enfant serait au cœur de la préoccupation des individus aujourd'hui. Donc il conclut, bref, parmi les avatars de la famille conjugale, si l'axe de l'alliance se fragilise, l'axe de la filiation reste ferme. Et plus loin, il dit, et même augmente, puisque la preuve, les homosexuels désormais veulent des enfants, etc. Il ajoute, mais la filiation elle-même risque de ne plus être demain ce qu'elle était hier. Et là, il commence à parler un petit peu de la technique. Je le cite, alors que dans nos sociétés, la femme qui mettait au monde un enfant était perçue à la fois comme la génitrice et comme la mère de cet enfant, à partir du moment où l'on peut disjoindre artificiellement les trois moments naturellement indivisibles de la fabrication de celui-ci, la fabrication de l'enfant, drôle de terme, fabrication, la fécondation, la gestation et la parturition, il dit on peut séparer tout cela, la question se pose de savoir ce que sont pour l'enfant, né dans ces conditions, les diverses femmes qui ont l'une après l'autre contribué à sa naissance. Vous voyez, c'est comme sur les chaînes de montage. Ça s'appelle la division industrielle du travail. Et à un moment donné, on peut vous spécialiser à mort, quoi, si j'ose dire. Moi, j'appelle ça la prolétarisation aussi. Bon. Et il ajoute, la question se ramène le plus souvent à savoir laquelle de ces femmes est la vraie mère. Et moi, je dis, est-ce que c'est vraiment ça la question ? Je rajoute, moi, en tout cas, qu'il y a une autre question au moins qui se pose, c'est la question de la possibilité même d'une mère. Est-ce qu'il est possible qu'une mère soit une mère dans ces conditions-là ? Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Hein. En réalité, au fond, je pense que oui, c'est possible. Je vous le dis tout de suite. Mais par un chemin très très détourné et dans des conditions, à mon avis, assez acrobatiques et très très difficiles. Quoi qu'il en soit, et en tout cas dans la société telle que nous vivons, à mon point de vue, très improbable. Possibilité de produire quelque chose comme une figure de la mère dans des conditions pareilles dans la société dans laquelle nous vivons, et me paraît extrêmement improbable. J'essaierai de dire pourquoi. Ensuite, page 14, Godelieu introduit ce qu'il appelle un paradoxe. Il dit « Le mariage recule chez les hétérosexuels, tandis qu'il est revendiqué chez les homosexuels. » Moi, j'ai un ami homosexuel qui a fait un papier en disant « Mais moi, je ne veux pas du tout me marier. » Complètement dingue, quoi. Bon. Mais en disant c'est régressif, c'est un retour à toutes les valeurs que j'ai combattues depuis toute ma jeunesse. Bon. Mais il se trouve qu'en effet, cette valorisation se produit. Il faut que je m'arrête, c'est ça ? D'accord. Ah oui, ben alors là, ok, j'ai vraiment arrêté. Et il dit que le mariage recule chez les hétérosexuels tandis qu'il est revendiqué chez les homosexuels. Et il ajoute que ce serait au sein des familles homosexuelles que la parenté se réaliserait pleinement en devenant une réalité purement sociale et affective ou peu s'en faut. Une femme en choisissant d'être père et de se comporter comme tel, un homme en choisissant d'être mère et de se comporter comme tel vis-à-vis d'un enfant, l'un et l'autre en choisissant d'exercer la parenté en dehors de toute référence à leur sexe biologique, n'apporterait-il pas la preuve éclatante que la parenté dans son fond n'est pas biologique, mais sociale. Alors ça m'intéresse énormément et ça me touche beaucoup, puisque j'ai consacré un de mes livres, en tout cas un chapitre au moins de mes livres, qui s'appelle « La politique de l'adoption », c'est dans le tome 3 de La technique et le temps,
a essayé, comme beaucoup de gens, anthropologues ou philosophes, de montrer que la parenté n'est pas biologique et qu'elle est purement sociale. Mais je l'ai fait en disant que c'est ainsi parce que l'être humain adopte d'abord des techniques et que la forme de vie humaine est une forme de l'adoption d'une artificialité qu'il faut sans cesse intégrer à travers une thérapeutique qu'on appelle une culture, à partir de laquelle il est possible de produire des systèmes sociaux, etc., etc. Alors, ce que j'essaierai de montrer, c'est que, contrairement à ce que semble annoncer cette introduction, où là, Maurice Godelier parle de la gestation pour autrui, de la PMA, et donc il parle de la technicisation de la vie, eh bien, il parle de la technique là, mais c'est le seul endroit où il en parlera. Dans ce livre magnifique d'ailleurs, qui est un très grand livre d'anthropologie, qui fait 750 pages, ou peut-être même plus, il n'y a pas un mot sur la technique une fois passé cette introduction. La technique n'est pas du tout thématisée dans ce travail. Ou alors, quand il en est question, c'est à propos des singes et des outils. Comment sait-il que, qu'est-ce qui se passe quand un singe utilise un outil, etc. Mais pas du tout chez les êtres humains. Ça, c'est un refoulement de l'anthropologie qui est absolument sidérant, et qui, à mon avis, affaiblit considérablement toutes les analyses, par ailleurs très intéressantes, que propose Godelier, notamment de ce qu'il appelle la question du genre. Voilà. Le genre étant ce qui ne se réduit pas à la question des sexualités biologiques. Et je suis d'accord avec cela. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit si on n'est pas capable d'articuler ça sur la question de la technique. Parce que ce qui fait que le genre ne se réduit pas à la sexualité biologique, c'est la technicisation du vivant. Voilà, on peut ouvrir une discussion. Je suis désolé parce que j'ai été, comme d'habitude, très long. Et en plus, il se trouve qu'il y a une autre séance là qui commence dans 10 minutes. C'est ce que je ne savais pas. Vincent vient de m'en prévenir. Et donc, on est obligé de libérer la salle dans 10 minutes. Qui veut prendre la parole, soit ici, soit en ligne? Regarde si vos copains sont là. Nobody? Oui. Oui. Pardon. Quelque chose en plus sur le processus de détachement de l'instinct qui devient pulsion. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, c'est tout ça. Ah, pardon. Ça marche pas? Bon, d'accord, merci. Alors, c'est une question absolument, évidemment, fondamentale, celle-ci. Pour moi, ce qu'on appelle l'instinct, quand je dis pour moi, c'est pas seulement pour moi, hein, c'est pour les éthologues. Ce qu'on appelle l'instinct, c'est un automatisme qui ne souffre pas de transgression. L'instinct d'un animal, c'est quelque chose qui se déclenche et qui se répète à l'infini et qui ne peut pas être dévié. Il peut être réprimé, on peut l'empêcher de s'exprimer éventuellement. Hein. Par exemple, les dompteurs font ça, mais on ne peut pas le dévier. C'est pas la même chose, le dévier et le réprimer. En revanche, la pulsion, c'est fondamentalement ce qui se déplace. Et c'est pour ça que l'amour est fétichiste. Cette question de la pulsion qui est mobile, je crois que Freud la pose très très tôt dans sa théorie de la libido. Je crois que, enfin moi, la première occurrence que j'en connais, c'est 1898. Et le discours sur le fétichisme, il apparaît un petit peu plus tard. Mais c'est évidemment très très lié. Le pulsionnel peut s'attacher à toutes sortes d'objets. Et ce qui caractérise l'objet de la pulsion, c'est sa capacité de se trouver substitué à un autre objet. C'est la substitution. C'est ce dont a parlé Lacan énormément en disant, voilà, l'objet du désir est toujours un objet qui se substitue à un autre objet.
ce qui est d'ailleurs un discours sur le signifiant chez Lacan, etc., etc. Et donc, ici, nous avons un processus que je rapporte à l'amovibilité chez le roi Gourand, puisque le roi Gourand dit ce qui caractérise l'être humain, c'est que c'est un être qui peut échanger ses organes avec d'autres êtres qui ont d'autres organes. Par exemple, un forgeron échange ses organes, enfin ce qu'il produit en tant que forgeron, avec quelqu'un qui produit des chaussures ou je ne sais pas quoi. Ce qui ouvre le circuit de la circulation des marchandises en réalité. D'accord ? À partir du moment où l'instinct devient pulsion et devient mobile, il y a la possibilité de ce que j'appelais tout à l'heure la désorganisation et la réorganisation. Et tout ça est directement à relier directement avec l'organe cérébral comme capacité à investir et désinvestir, c'est-à-dire être mobile. Je rappelle, ça a été souligné par Bourguignon fortement, que le premier objet d'intérêt de Freud, c'était le cerveau. Hein, et je ne sais pas si vous le savez, parce que beaucoup de gens l'ont oublié, mais ou parfois ne le savent pas, mais Freud voulait être neurologue au départ. Il voulait pas du tout être psychanalyste. La psychanalyse n'existait tout simplement pas pour lui. Donc ses premiers travaux, c'est des travaux sur le cerveau. Et finalement, bon, c'est par l'étude des hystériques qu'il a finalement été le fondateur de la psychanalyse. Voilà. Mais j'essaye, moi, de lier cette question de la mobilité que je rapporte à ce que décrivait Bates en citant Peirce, Turing, Ashby, etc., comme une capacité de la panne, du déplacement, de la désorganisation et de la réorganisation. Tout ça, en fait, ça constitue l'économie libidinale, pour moi. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? Non. Bon. Oui. Oui, allez-y. Il faut ouvrir le micro. Oui, bonjour. Ce que je voulais dire à propos d'un cas qui s'est passé en Italie à la moitié du mois d'avril, de deux couples qui ont subi un échange d'embryons fécondés. La femme qui est en attente de deux jumeaux a reçu des embryons fécondés d'un autre couple. À cause de la ressemblance d'un homme et de deux femmes, les embryons ont été changés. Et le problème maintenant est que la mère génétique soutient que les deux jumeaux lui appartiennent génétiquement. Mais la mère qui est enceinte et qui va avoir les deux fils soutient que les fils sont siennes parce que elle ira accomplir l'accouchement. Et les juristes donnent raison à cette femme parce que l'accouchement est les critères de la maternité. Mais il s'agit d'un cas encore ouvert parce que la véritable mère génétique n'est pas d'accord et parce qu'elle n'a pas eu un fils et elle veut ouvrir en cause pour cette question-là. Et dans ce cas aussi, la parenté est vraiment troublée par cette question de fécondation assistée. Oui, merci beaucoup, Sarah. C'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on discute pendant des heures. Mais c'est un exemple pathétique de ce que je crois être ce que j'appelais tout à l'heure le processus de la stupéfaction. Je veux dire par là qu'aujourd'hui on a une possibilité technique qui se développe en détruisant tous les circuits de transindividuation constitués, c'est-à-dire tous les systèmes culturels dont le droit par exemple.
tel qu'il définit le droit de la filiation, de la parenté, etc., etc., avec des conflits d'ailleurs entre des discours qui viennent de la biologie, de tout ce que la connaissance biologique nous a apporté sur, comment dire, voilà, des preuves de parenté, si je puis dire, hein, qui sont fondées sur des données scientifiques, et des conflits avec des questions qui relèveraient de l'adoption peut-être plus, quand on dit par exemple que c'est la femme qui a accouché l'enfant qui en est la mère, bon, ce qui d'ailleurs, enfin, il mériterait, enfin bon, c'est une très très grande question. Tout cela exemplifie terriblement, si je puis dire, le désordre dans la transindividuation qui est provoqué par ces transformations. Et c'est précisément là que je trouve que l'anthropologie n'est pas du tout à la hauteur, parce que ne pas, comment dire, thématiser anthropologiquement dans une anthropologie contemporaine ce désordre lui-même, c'est-à-dire ne pas faire de ce désordre lui-même une analyse et une description anthropologique, voilà, d'abord en analysant des époques de désordre qui ont déjà eu lieu dans le passé, certainement pas du tout du même ordre, mais en tout cas, il y a eu des grandes époques de désordre, bien entendu, hein, que souvent ce sont plutôt les historiens qui les étudient. C'est pas les anthropologues pour une raison, c'est rarement les anthropologues pour une raison que je crois Claude Lévi-Strauss explique dans Race et Histoire, lorsqu'il dit que les sociétés qu'étudient les anthropologues sont des sociétés à histoire lente, et que la lenteur de cette histoire, qu'on appelle souvent la proto-histoire ou la préhistoire, c'est une lenteur qui semble rendre les chocs du double redoublement épocal, ce que j'appelle comme ça, peu sensibles, sinon insensibles. Il est vrai qu'il n'y a pas dans les sociétés traditionnelles, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les peuples premiers, on ne voit pas attester des documentations de grandes époques de bouleversement. Tandis que nous vivons, surtout depuis 250 ans, mais même depuis la Grèce ancienne, hein, et la Judée ancienne, et le début de la Chine aussi, il y a eu des époques de transformation qui ont parfois donné lieu à des grands bouleversements. Par exemple, le grand bouleversement contemporain de la Renaissance et de l'humanisme, qui est lié, à mon avis, quand même assez directement à une transformation technologique, qui est liée à l'imprimerie en particulier. Ce n'est pas étudié par les anthropologues, mais par les historiens. Et du coup, la division intellectuelle du travail fait que les anthropologues ne thématisent pas ces questions-là d'un point de vue anthropologique, et les historiens le thématisent, mais d'un point de vue historique. Parce que ils n'iront pas se risquer à faire de l'anthropologie. Ou quand ils le font, ils se font taper dessus par les anthropologues, très souvent. Et là, il y a de très très grandes questions. Alors, il y a quelqu'un qui posait des problèmes un peu de cette nature-là, c'était Fernand Braudel. Bon, parce qu'il voulait travailler dans la longue durée. Il y a quelques exceptions, mais de toute façon, ces exceptions ne sont pas allées très 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 loin dans les questions dont je suis en train de parler là. Donc voilà, ce que je crois, c'est que ce que vous avez dit est très illustratif de l'objet dont nous parlons, mais que cet objet, il faudrait le mettre au cœur de l'anthropologie comme étant l'anthropologie en tant qu'elle devrait étudier les moments de rupture anthropologique, si je peux dire, ou de pas forcément de rupture anthropologique, mais en tout cas de rupture historique, de rupture civilisationnelle. Ces moments dont parlait Whitehead sous le nom de, je ne sais plus comment, les avancées fondamentales dans les civilisations. Il faudrait étudier cela d'un point de vue anthropologique. Si on croit ce que dit David Bates et tout ce qu'il cite, ben en gros, ce qu'il dit, tout comme Georges Canguilhem, c'est que c'est dans ces moments-là que se produit l'anthropogenèse. Or, il semble que c'est précisément ce que les anthropologues n'étudient pas. Et ça, c'est quand même assez sidérant quand on y pense. Nous sommes obligés d'arrêter parce qu'il y a un autre séminaire. Je suis vraiment désolé. Merci Sarah, merci à vous les amis. Enfin, je me tourne par là, c'est par là qu'il faudrait que je me tourne, mais merci à tout le monde. Et puis, donc j'ai été obligé d'annuler la séance du 27 mai, mais on vous adressera un mail pour trouver une autre date. Voilà, à bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.